Merci de nous retrouver après ce documentaire sur les mutins de la Courtine. Mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Chaumet. Bonjour, vous êtes historien. Également sur ce plateau, Christophe Touron, vous êtes professeur d'histoire au collège Ferdinand Clovis-Pain de Poitiers. Olivier Sastre, vous êtes le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, département de la Vienne. Et puis deux jeunes invités sur ce plateau, deux collégiens, Pascal Josso, en troisième au collège Ferdinand Pain de Clovis à Poitiers, et Arthur Pierre, élève aussi de troisième au collège Ferdinand Clovis-Pain de Poitiers. Merci à tous les cinq. Alors cette guerre est inédite en tous sens, avec le nombre de belligérants, la durée, l'atrocité des combats. Michel Chaumet, c'est une guerre à part, cette Première Guerre mondiale? C'est une guerre totalement à part. C'est la première guerre du XXe siècle, en fait, complètement différente des guerres du XIXe et des siècles précédents, à la fois par, vous l'avez dit, l'engagement de très nombreux pays dans cette affaire. C'est la première guerre mondiale, et puis c'est une guerre très originale dans la façon dont elle a procédé, notamment avec la guerre des tranchées, et puis avec un résultat qui est terrible, un bouleversement considérable. En France, seulement en France, 10 millions de morts au total, il faut bien le dire. 10 millions de morts au total, 1 400 000 en France, 4 millions de blessés, des gens qui ont été atteints dans leur chair, mais aussi dans leur esprit, des guerres qui durent après la fin officielle de la guerre, des guerres civiles comme en Russie, par exemple. Bref, c'est un bouleversement total qui atteint non seulement les individus dans leur état physique et psychologique, dans leur chair, mais qui bouleverse la carte de l'Europe, qui bouleverse l'économie mondiale. Oui, on va en parler de ce qui, de la géopolitique qui en a... Absolument tout, donc c'est vraiment une guerre très nouvelle par certains côtés. Alors Christophe Touron, vous êtes professeur, je répète au collège Ferdinand Clovis-Pain. Alors juste un mot sur ce collège qui a été rebaptisé, puisque il a été rebaptisé du nom d'un poilu, et vous travaillez sur ce projet, on va en parler, mais juste un mot sur ce collège qui a été rebaptisé. Oui, alors effectivement, c'est l'aboutissement de 4 ans de travail. Travail qui a été mené donc, alors pour les élèves qui sont ici présents en classe de CM2, avec à l'époque d'autres élèves de 3e, sur la correspondance d'un poilu anonyme du Poitou, donc né près de la Vienne, et puis qui s'est installé donc très jeune à Benassé. Et ce poilu a laissé quelques lettres, du moins sa famille a gardé quelques lettres après la mort de cet homme, donc le 17 septembre 1918. Et c'est à partir de ce petit corpus de lettres, au départ 35 documents, que nous avons mené donc des recherches. Et la chance nous a permis de rencontrer les descendants de Ferdinand Clovis-Pain, ses 3 petits-enfants. Et donc un corpus d'une centaine de documents, lettres, photos a pu être constitué. Et à partir de là, les élèves donc, ont travaillé sur cette correspondance, ont transcrit les lettres dans un premier temps. Alors c'était intéressant puisqu'on avait ici, dans un temps mémoriel particulier, le temps du centenaire, finalement une rencontre avec une mémoire familiale et éclairée par un travail modeste, mais un travail quand même d'histoire, mené par les élèves et puis par leurs enseignants. Et donc, ça a débouché sur la publication d'un ouvrage. Et donc, ce travail pédagogique a aussi débouché sur ce nouveau nom de collège. Et alors, effectivement... Ça a été quoi? C'était une décision des élèves, des collégiens? Alors, non, disons que c'est le fruit d'une longue démarche collective au sein de l'établissement, puisque ce projet, en fait, a généré d'autres projets. Parce qu'il a fallu le débaptiser quand même, ce collège. Donc, alors, de fait, ça a été l'objet donc d'un échange entre les enseignants, l'équipe de direction. On a trouvé qu'effectivement, dans le contexte actuel donc, du centenaire, avec toute l'implication que ça avait généré de la part des élèves, mais de toute l'équipe également enseignante, puisque ça a été vraiment une démarche collective, les contacts que nous avons pu avoir avec d'autres partenaires, je pense aux archives départementales de la Vienne, je pense également au RICM de Poitiers, on s'est dit que voilà, cette dynamique-là, c'était intéressant qu'elle débouche sur ce changement de nom, parce qu'en rendant hommage finalement à ce soldat anonyme, c'est aussi un peu une revanche sur cette guerre, sur cette grande guerre, cette mort de masse. Oui. Et donc, on redonne une identité à notre collège, une autre identité basée sur un travail pédagogique
Et à travers ce nom, c'est un hommage que l'on Et rend. ça, Olivier, ça doit à vous tous les séduire, ce poilus genre d'initiative. On va sont parler de morts ce devoir de durant mémoire. Là, on est la vraiment Grande Guerre. exactement dedans. C'est ce genre de Absolument. d'initiative. Et je Ça va dans le relève bon dans sens. ce que dit M. Touron que personne ne travaille dans son coin. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut toucher à la mémoire, c'est quelque chose qui va imprégner la conscience collective. Donc, il est important que chacun puisse apporter sa pierre. Et dans ce cadre-là, on a été très heureux, nous, Office national des anciens combattants. Nous sommes un opérateur mémoire du ministère des Armées et à ce titre, on est chargé de transmettre les valeurs du monde combattant, mais également la mémoire de ce qu'ils ont accompli. Pour nous, évidemment, dans la Vienne, mais en Nouvelle-Aquitaine, chaque département a un office national des anciens combattants, un service départemental qui est chargé de faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait dans notre propre département, la Vienne. Alors, je voudrais maintenant interroger les enfants, ces élèves du collège. Pascal, par exemple, donc ça fait 4 ans que tu travailles sur ce projet. Oui. Explique-nous comment tu le vis. Alors, est-ce que, je posais cette question tout à l'heure, est-ce que vous vous sentez concerné, bien sûr, puisque vous êtes là, mais je voulais poser la question à votre professeur. C'est une guerre qui est loin. En quoi elle vous interpelle, cette guerre mondiale? Elle nous interpelle parce qu'on a étudié les lettres d'un monsieur qui notamment écrit à sa fille. Et tout de suite, nous, ça nous a énormément touchés parce que on s'est reconnus, on s'est dit que nos parents, s'ils avaient été là-bas, auraient pu nous écrire les mêmes choses. Et du coup, tout de suite, on a été très, très touchés par ce qu'il écrivait dans ses lettres. Oui, Arthur, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans cette guerre par le petit bout de la lorgnette, si je veux dire, par le côté humain des choses, quelque chose qui vous interpelle, qui touche en plein cœur. C'est ça qui vous a intéressé? C'est comme ça que vous êtes rentré dans ce dossier? Oui, c'est le côté un peu solidaire, un peu. C'est difficile à dire. Toutes les émotions que pouvaient ressentir ces soldats à travers leurs lettres et qui pouvaient les envoyer à leur famille, à leurs proches. Alors, Michel Chaumet, vous êtes historien. Quand vous entendez ces enfants s'exprimer sur cette grande guerre mondiale, vous qui êtes historien, vous êtes à la fois surpris, touché de voir que c'est quand même quelque chose qui interpelle un jeune public? Non, je crois que la mémoire se transmet beaucoup par l'émotion. J'ai tendance à rapprocher ces témoignages de témoignages que je peux entendre parfois quand ce sont des déportés d'Auschwitz, par exemple, qui viennent témoigner dans les classes. L'aspect émotionnel, l'aspect de la relation d'un individu à un autre joue énormément. Ça permet de démarrer parce qu'évidemment, derrière, il y a tout un travail de contextualisation qu'il faut faire. Et là, on passe de la mémoire à l'histoire. Et c'est ce travail, je pense, qui est en train d'être fait par nos jeunes amis. Oui. Alors, je m'adresse au professeur. On disait que cette guerre était une guerre inédite en tout point, évidemment. Par son atrocité, le nombre de morts, c'est une guerre aussi industrielle, c'est une guerre médiatique. Alors je pense que c'est peut-être quelque chose qui a pu aussi peut-être intéresser. Vous avez travaillé sur ce domaine-là, première guerre où il y a des reporters de guerre, les militaires relayent eux-mêmes ce qui se passe sur le front. C'est aussi en ce sens-là une guerre un peu particulière. Oui, alors on a plus travaillé sur l'épreuve que cette guerre a constituée pour des hommes. Je pense qu'effectivement, comme les élèves ont pu le dire, c'est cette histoire à hauteur d'homme qui a été notre fil directeur, une histoire incarnée. Et donc, à partir de cette épreuve individuelle, les élèves ont pu percevoir d'une manière plus concrète ce qu'a été cette catastrophe collective. Parce que les chiffres que l'on évoque, les 1,4 million de morts, ça dépasse tellement l'entendement. C'est très difficile de se représenter. Là, on débute actuellement le cours sur la Première Guerre mondiale en troisième. On évoquait le jour le plus sanglant de l'histoire de France, ce samedi 22 août 1914, 27 000 morts. Et ça dépasse l'entendement. Notre établissement, c'est 435 élèves. On multiplie par 64 là, le bilan d'une journée. Enfin, donc pour ces élèves, ce qui est compliqué à percevoir, c'est la réalité de cette mort de masse. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à travers les lettres, on percevait le caractère effectivement industriel de ce conflit. L'artillerie, effectivement, dévastatrice. Et effectivement, comme vous le disiez, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'une démarche qui est effectivement la démarche de la mémoire, donc personnelle en plus, dans un cadre institutionnel, il y a de l'émotion. Mais quand on touche le cœur, on atteint l'esprit. Et donc, à partir de là, ça a généré des questions. Ça a généré des interrogations. On a voulu comprendre. Et de ce point de vue-là, je pense que les élèves ont pu percevoir effectivement le caractère de cette mort de masse
qu'a été la Première Guerre mondiale, le caractère industriel, effectivement, de cette guerre moderne, par bien des côtés terriblement moderne. Et donc, de fait, oui, je pense que ça a aidé à la compréhension du conflit. Alors Michel Chaumet, c'est un conflit qui a démarré pour des raisons multiples. On n'avait pas soldé d'anciens conflits, la montée des nationalismes, enfin il y a des raisons multiples. Et puis il y a une étincelle qui déclenche tout, c'est l'assassinat du couple héritier austro-hongrois en juin 1914. C'est la petite étincelle qui fait démarrer ce conflit. On peut résumer ça comme ça? Oui, on peut dire ça, une étincelle qui va faire exploser un ensemble qui est prêt à péter, si je puis exprimer ça de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, tout est en place pour que l'étincelle produise un résultat détonnant, dans la mesure où il y a notamment des alliances ou des ententes très fortes entre deux grands blocs qui ne demandent d'une certaine façon qu'à s'affronter pour des raisons multiples et variées. Et chacun a de bonnes raisons d'en vouloir à l'ennemi voisin. La France, par exemple, pour l'Alsace-Lorraine, mais pas que pour ça. L'Angleterre par rapport à des questions navales par rapport à l'Allemagne. La Serbie et la Russie qui, évidemment, sont hostiles à l'Autriche-Hongrie. Bref, il y a de très nombreuses raisons qui vont se cumuler pour entraîner le déclenchement d'une guerre. Les empires coloniaux, donc, qui donnent cette dimension mondiale, Olivier Sastre aussi, c'est ça? Il y a l'aspect colonial, mais qui est quand même très secondaire dans cette affaire-là. C'est vraiment les questions de rivalité européenne qui jouent le rôle primordial. Alors Olivier Sastre, on revient à vous. Il y a une mission centenaire avec un certain nombre d'événements. On va y revenir tout au long de cette émission dans la région. Vous en avez noté quelques-uns. Ce sont des choses qui passent par vous, qui ont été validées Alors, qui passe en partie par nous, parce que, comme vous le soulignez, la France a fait le choix de commémorer en ne laissant pas l'initiative centralisée. On a créé une mission interministérielle pour la Première Guerre mondiale, avec un conseil scientifique dans lequel il y a d'éminents historiens, et c'est ceux qui sont chargés d'impulser ce qui va se passer dans les régions. Nous, dans les régions, avec la préfecture, on a un comité qui permet de susciter les projets, de les étudier et ensuite de les remonter à Paris pour dire oui, on valide, on labellise, on dit que c'est un spectacle ou c'est une action, c'est une exposition qui est labellisée. Et donc pendant 4 ans de commémoration, car là aussi c'est une première, on n'a pas simplement commémoré l'entrée et la sortie de guerre, mais on a commémoré toutes les années 14, 15, 16, 17, 18 de guerre. Alors pour revenir à cette année, on avait dans notre département, la Vienne, 3 beaux projets labellisés, un à Montmorillon, un à Lussac-les-Châteaux et un sur lequel je voudrais faire un tout petit focus. C'est un spectacle vivant qui a eu lieu à Val-d'Yvienne. Et à Val-d'Yvienne, il y a eu des reportages qui ont été faits et qui ont montré donc ce spectacle de tout l'impact de cette guerre sur la vie du village de Val-d'Yvienne pendant ces 4 années de guerre. Et c'est une façon de conserver, vous le disiez tout à l'heure, on quitte la mémoire vivante pour rentrer petit à petit dans l'histoire. Et c'était une belle façon, en tenue d'époque, avec une tranchée reconstituée, d'évoquer tout cela. Et il y a un point, on parlait de la disparition depuis la mort de Lazare Ponticelli en 2008. On sait qu'on n'a plus de poilus. Mais ce jour-là, il y avait Camille Lebon, une dame de 103 ans, née en 1915, et qui était présente dans son fauteuil et qui a assisté au spectacle. C'est la fille d'un poilu, qui était lui-même un blessé, une gueule cassée. Et il y a encore 6 mois, elle brodait elle-même ses bleuets de France et ses poppies, le coquelicot britannique du souvenir, à 103 ans. Donc là aussi, c'était des grands moments d'émotion. Alors, je voudrais redonner la parole à la jeunesse. Pascal, ça fait 4 ans, tu nous disais que tu t'investis sur ce projet. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. Je crois que tu as même suivi le RICM à l'occasion d'un événement. Tu peux nous préciser, raconter? Oui, on a été présent aux côtés du RICM pour la commémoration centenaire de la prise du fort de Douaumont. C'était une cérémonie qui était très émouvante. En plus, on l'a faite dans les mêmes conditions que les soldats l'avaient pris il y a 100 ans. On était sous la pluie et je pense que c'est une des cérémonies qu'on a faites qui était les plus émouvantes parce c'est le moment où on a
le plus réussi à imaginer ce qu'ils avaient pu vivre. Monsieur Touron, c'est l'incarnation. Enfin, là, on est vraiment on est en dehors de l'école, on n'est plus devant les cahiers, on est hors de la classe. En fait, cette pédagogie-là, c'est une pédagogie qui impacte, on voit bien, avec vos élèves. Qui se veut la plus vivante possible. Effectivement, la rencontre avec les lieux de mémoire, c'est toujours quelque chose de marquant pour les élèves. Au mois de septembre, nous étions donc dans la région du Chemin des Dames. Les élèves ont effectivement été marqués par les vestiges de cette guerre, les stigmates qui ont été laissés par les bombardements, notamment le village de Craonne, un village détruit parmi tant d'autres, des restes de tranchées, de boyaux. Donc c'est vrai que tout ça, pour les élèves, je pense que ça les aide à mieux comprendre et puis surtout, j'insiste, à susciter l'intérêt. Parce que ce qui est formidable, c'est le retour que l'on a ensuite. C'est ces enfants qui interrogent leurs parents, leurs grands-parents. Des enfants issus de France et puis des enfants issus de l'immigration. Et ça, c'est formidable parce que dans notre projet, on a aussi porté cette mémoire partagée puisque l'aboutissement de ce travail de mémoire, ça a été d'identifier 1480 soldats enterrés à Vauxaillon aux côtés justement de Ferdinand Clovis-Pain. Et parmi ces soldats, vous aviez des soldats originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire. Et donc toute cette démarche était intéressante parce que des élèves se sont renseignés puis se sont rendus compte qu'un arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-oncle faisait partie des tirailleurs algériens, des tirailleurs sénégalais. Et je ne parle même pas des élèves qui ont une mémoire locale, quoi. Arthur, par exemple, tu as fait cette recherche par rapport à ce que disait ton professeur savoir si dans ta famille, il y avait des gens qui avaient participé. Tu as eu cette curiosité ou pas? Pas encore, mais je compte la faire prochainement, très prochainement. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant de voir notre famille, comment elle a participé, où est-ce qu'elle a participé, est-ce que c'est une importante branche de notre famille ou est-ce qu'on a très peu de personnes y sont allées. Alors, Michel Chaumet, le professeur Gilles Touron, pas le professeur Touron, mais Christophe Touron, professeur au collège, disait la France, elle a été dévastée. Vous êtes allé sur des lieux, Chemin des Dames, des campagnes dévastées. Il y a encore des vestiges visibles de cette Première Guerre mondiale sur le terrain. Oui, bien sûr. Beaucoup, bien sûr, des lieux de mémoire, de commémoration, mais encore, je veux dire, des traces enfouies. Des traces vivantes, si je puis dire, par certains côtés. C'est par exemple les villages détruits. Moi, je trouve que c'est très très émouvant quand on se promène. Notamment, vous avez évoqué de Vaumont, en dessous de Vaumont, en dessous de Verdun, de voir l'emplacement de la boulangerie, de l'épicerie, de la mairie, etc., qui n'existent plus, qui sont dans les bois, mais qui témoignent de ce qu'a été un village. Et puis, on évoquait tout à l'heure la dimension émotionnelle, en quelque sorte, du souvenir. Moi, je pense que les cimetières, par exemple, tels que le cimetière de Vaumont, par exemple, lorsqu'on est au bord de ce cimetière, on se rend compte par l'étendue, le nombre de croix qu'il peut y avoir tout autour, de ce qu'a pu être, ne serait-ce qu'un tout petit fragment du nombre des morts de cette guerre. Ça vous saisit en quelque sorte au visage, et d'une certaine façon, on intègre effectivement de façon très émotionnelle et très vivante le souvenir de cette guerre. Et on se rend compte à quel point elle a pu bouleverser, effectivement, indépendamment de ces questions-là, du point de vue agricole, du point de vue environnemental. Il y a des zones qui sont encore interdites aujourd'hui, des zones qui sont encore dangereuses, plus de 100 ans après, à cause des mines qui pourraient exploser du jour au lendemain. Donc il y a vraiment une présence, en quelque sorte, du souvenir dans les régions qui ont été touchées par la guerre, qui est absolument considérable. Alors ce souvenir, M. Sastre, évidemment, on le célèbre cette année puisque c'est le centenaire, c'est une date anniversaire. Vous trouvez que, alors on a des enfants sur ce plateau qui incarnent très bien cette transmission de la mémoire, mais est-ce que vous trouvez qu'au fond c'est quelque chose qui se délite dans le temps, cette Première Guerre mondiale? Vous sentez que c'est des événements qui nous échappent dans la mémoire collective ou ça reste très présent? Alors, je pense, j'évoquais la mort de Lazare Ponticelli. Il faut se poser la question en disant est-ce qu'on se souvient aujourd'hui de la guerre de 1870 ? Et on a une partie de la réponse. Oui, effectivement, le lien, les plus anciens d'entre nous autour de ce plateau, on a connu tous un poilu. On a la silhouette d'un poilu, d'une gueule cassée ou de quelqu'un qui boite parce qu'on les a connus.
Les jeunes qui sont sur le plateau, ils savent peut-être qu'il y en a eu dans leur famille, mais tout le reste, ça sera des films, ce sera des évocations, ce sera des expositions, un lien avec l'histoire, mais comment rendre vivant le sacrifice de tous ces hommes et de toutes ces femmes, puisque les femmes ont également pris une part importante dans la vie du pays, qui Oui, on leur en est parlait revenu d'ailleurs, hein, à du rôle qu'elles ont joué à ce moment-là. Et je crois que leur présence, et en particulier des voyages scolaires sur des hauts lieux de la mémoire nationale, tels que vous l'évoquiez, donne instantanément une dimension. Et cette dimension, c'est une dimension qui, je dirais, qui pénètre, qui est vraiment pénétrante. Il faut avoir de la pédagogie, mais il faut également laisser le souvenir agir. Et c'est de cette façon que l'on pourra conserver un souvenir vivant, c'est-à-dire pouvoir rentrer sereinement dans l'histoire en ayant soi-même connu une prise d'armes, un moment de souvenir, la visite sur une tombe, et se poser la question, comme faisaient nos deux élèves de Clovis Pain, penser simplement à un moment, tiens, il pleuvait, ils ont vécu ça pendant 4 ans, leur famille était seule, et ils ont fait ça, les armes à la main pour défendre leur pays. Justement, Pascal, est-ce que tu penses que tu serais rentré dans cette histoire, cette grande histoire, si tu n'étais pas rentré justement par cette histoire singulière de ce poilu, Clovis Pain? Est-ce que tu penses que ça t'aurait autant captivé, intéressé? Oui, je pense, mais je me serais sentie moins concernée, je pense, parce que ça m'aurait paru plus loin et peut-être, oui, moins personnel en fait, alors que là, avec ce témoignage direct d'un homme, oui, tout de suite, on a été beaucoup plus touchés que si on avait fait différemment, je Et pense. ça, vous sentez une proximité avec ce poilu, là, avec Oui. Clovis Pain? Arthur, je sens bien que vous êtes un peu touché, là, que vous avez du mal à un peu exprimer vos sentiments, mais on sent que vous êtes aussi touché par cette expérience que vous avez vécue, qui est une expérience unique, c'est-à-dire de proximité même, hein. Ah oui, c'est assez horrible quand on se rend compte ce qu'ont vécu tous ces hommes. Quand on se penche effectivement sur un seul poilu, on se rend compte oui, que c'était pas facile de vivre dans ces conditions et que le pire serait de recommencer. La peur que ça revienne, on en parlera dans un instant. Vous parliez justement du rôle des femmes. Vous posez la question, Michel Chaumet, ces femmes, elles ont joué un rôle important pendant cette Première Guerre mondiale. On les célèbre assez, on en parle assez, parce qu'on parle de cette guerre mondiale, mais on parle un peu moins des femmes, justement, du rôle qu'elles ont joué. Je ne sais pas si on en parle moins qu'à une certaine époque. Les héros, c'est les gueules cassées, c'est les femmes un peu moins. Oui, bien sûr, mais j'en veux pour preuve quand même le film Les Gardiennes, par exemple, qui vient de sortir il y a quelques mois et qui est l'œuvre tirée de l'œuvre d'Ernest Perrochon, l'écrivain Poitevin, qui décrit justement très bien le rôle que les femmes ont joué à l'arrière, en remplaçant les hommes dans les champs et en remplaçant les hommes dans les usines d'armement notamment. Mais c'est effectivement un peu ambivalent, un peu ambigu, parce que si les femmes ont joué ce rôle de remplacement des hommes pendant la guerre, la question qui s'est posée pour les hommes lorsqu'ils sont revenus du front, c'est de savoir quelle place les femmes allaient reprendre. Et en fait, ce qu'on a souhaité très clairement dans la genre masculine, c'est que les femmes retrouvent la place qu'elles avaient auparavant, c'est-à-dire une place un peu dominée par rapport aux hommes. Donc il y a une espèce de retour à l'ordre sexiste d'avant, après la guerre. Et la meilleure preuve, c'est que par exemple, en ce qui concerne le droit de vote aux femmes, accordé aux femmes, donc il ne sera accordé qu'effectivement après la Seconde Guerre mondiale et pas après la Première Guerre mondiale. Donc d'une certaine façon, il y a une espèce de promotion de la femme pendant la guerre, et puis ensuite, on la remet à sa place jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, il n'y a pas eu cette reconnaissance. Vous vouliez réagir, Olivier Sastre? Oui, parce que c'est exactement ce que disait le professeur. Pendant la guerre, pour des raisons à la fois de ressenti national et d'effort de guerre, les femmes qui faisaient un certain nombre de choses, et dans notre région, je pense au drame des Lourdines, à Migné-au-Sens, et aussi dans les Deux-Sèvres, à la petite boulangère d'Exoudun, je crois, qui sont des drames qui ont fait la première page de l'illustration, qui était le Paris Match de l'époque. Et donc on mettait, pour des raisons de patriotisme et de lien de l'arrière avec l'avant, elles étaient souvent posées en héroïnes, mais comme vous le soulignez à l'instant, une fois que la guerre est terminée, ces acquis de la guerre sont très vite revenus dans la vie quotidienne au statu quo ante.
Sur cette question des femmes, Christophe Touron, vous êtes professeur, donc évidemment c'est une question fondamentale puisque on parle beaucoup de parité dans nos sociétés hommes-femmes, donc ça commence là. On voit bien que là, elles n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient après la guerre. C'est des questions que vous en avez parlé avec. Enfin, c'est une question qui se pose dans le cadre de la scolarité. Oui, voilà. Alors qui sont évoquées, mais c'est vrai que l'on n'approfondit pas outre mesure. C'est une question que les élèves qui avaient travaillé donc il y a 3 ans sur le livre avaient vraiment perçu d'une manière très concrète, puisque à travers la correspondance, on voyait toute la souffrance de l'épouse. De Ferdinand Clovis-Pin, les privations, bien sûr, et puis l'angoisse de vivre le deuil et la séparation, qui est un premier choc. Le couple séparé, ça, on l'oublie. Et finalement, on en revient à ces lettres, mais ces lettres qui ont été le lien entre ces hommes et ces femmes, 4 millions de lettres durant la Première Guerre mondiale, par jour, circulaient donc entre l'arrière et le front. C'est énorme. C'était une nécessité, l'écriture, c'était le lien avec la famille. Tout à fait. C'était un peu de l'ordre de la survie même. Mais complètement. C'était un moyen de s'évader. C'était un moyen aussi de faire... C'est comme si le poilu qui était sur le front voulait faire en sorte que tout n'était pas brisé par l'éloignement. Beaucoup de questionnements basiques, concrets. Où en sont les moissons ? Que se passe-t-il demain? Qu'allez-vous faire? Non, il ne faut pas moissonner comme ça, il ne faut pas labourer ainsi. Enfin, vous voyez, des questions. Alors, c'est intéressant. Ces hommes vivaient l'enfer au quotidien. Et ce qui est très touchant, c'est que parfois, vous avez une lettre entière qui évoque le quotidien de l'arrière, donc de l'épouse de Ferdinand Clovis-Pin, et puis une toute petite phrase laconique. Ici, c'est un enfer, on ne peut plus tenir. Il est à Verdun. Et il ne parle pas du tout de cet enfer, finalement. Il l'évoque simplement, et il s'intéresse à son épouse, qui a de multiples soucis matériels, d'ordre matériel. Ouais. Oui, c'est cette conscience-là dont M. Touron nous parle, de ces soldats qui étaient vraiment en première ligne, dans les tranchées, qui vivaient une vie terrible, mais qui avaient au fond cette distance par rapport à ça, qui sans doute ne voulaient pas impliquer peut-être leur famille ou faire du mal. C'était aussi ça le sens de ces lettres? Oui, protéger l'arrière. D'une part, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une censure militaire, c'est-à-dire que les soldats n'ont pas le droit de donner des renseignements trop précis qui permettraient de localiser l'endroit où ils peuvent se trouver dans certaines phases de la guerre où la guerre est une guerre de mouvement, et puis ils n'ont pas le droit de donner de renseignements trop précis. Mais je crois que le courrier, en fait, c'est le maintien, comme ça a été dit, du lien familial qui est très distendu. Et de ce point de vue-là, lorsque les soldats, les hommes vont revenir chez eux, pour ceux qui vont revenir, ça ne va pas toujours se passer très très bien. Ça va être compliqué, y compris dans l'intimité, où le poids de la guerre, le poids des souvenirs, le poids des blessures psychologiques est absolument considérable. On parle des gueules cassées, on parle des blessés, mais on oublie que la plupart de ces soldats, les 4 millions de soldats blessés, et tous les autres, ont en eux l'intériorité de la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'endorment, par exemple, c'est le souvenir des bombardements, c'est le souvenir des obus qui tombent à côté d'eux qui vient les réveiller dans la nuit. Donc c'est très très difficile de revenir à une vie normale. Et je dirais que d'une certaine façon, la lettre a permis de maintenir un lien qui autrement se serait complètement distendu et de façon définitive, à mon avis, entre le soldat et l'arrière et sa famille. Et préciser quelque chose. Oui, j'aimerais simplement revenir sur ces femmes. On parle des femmes, effectivement, donc, dont les hommes sont revenus. Mais 630 000 veuves, c'est énorme, rien qu'en France. Et donc là aussi, c'est une autre souffrance. Dans l'après-guerre, c'est gérer le quotidien, effectivement, un quotidien compliqué. Alors certes, l'État va prendre en charge les pupilles de la nation. Enfin, je pense que M. Sastre pourra en parler mieux que moi. Mais pour ces femmes, ça va être compliqué de refaire aussi leur vie avec la pression morale. Doit-on épouser quelqu'un d'autre? Doit-on refaire sa vie? Ça aussi, ça a été un vrai problème pour ces veuves. Oui, dès 1916, d'ailleurs, l'État prend la mesure de l'aspect
inouïe, industrielle, massifiée de cette guerre. Et alors qu'il est tout à la conduite de la guerre, il pense déjà qu'il faut faire des choses parce que la société française sinon va se déliter. Donc c'est la raison pour laquelle on va créer donc cet Office national des anciens combattants, 1916, il a un peu plus de 100 ans. L'année suivante, on crée un office qui va s'occuper des pupilles de la nation, c'est-à-dire des jeunes enfants dont le père, généralement, est mort à la guerre. Parfois, il peut y avoir des bombardements, des dommages, ou la mère, et qui va se retrouver seul. C'est l'État qui va l'adopter. C'est une adoption par l'État et qui crée le statut de pupille de la nation. C'était la loi du 27 juillet 1917 qu'on a commémoré l'an dernier. On a créé d'ailleurs une place des pupilles de la nation. Et puis, c'est également le moment, en 1917, où Clémenceau, tout à la guerre, il réfléchit aussi à ce que vont devenir les combattants de l'après-guerre. Et le 20 novembre 1917, président du Conseil, il monte à la Chambre et il prononce ces mots. Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Et là, c'est le début de cette reconnaissance de l'État, du rôle du soldat, de la reconnaissance qu'on lui doit et de la réparation que l'État lui doit. C'est l'origine de toutes les politiques de solidarité qui ont encore lieu aujourd'hui pour toutes les générations du feu, y compris les jeunes soldats des opérations extérieures. Pour toutes les guerres. Voilà. Alors, Michel Chaumet, cette guerre, Première Guerre mondiale, elle aura des conséquences géopolitiques. On va redessiner les frontières. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on en ressent encore les effets ? Je pense qu'effectivement, d'une certaine façon, il y a encore des effets visibles aujourd'hui. Je pense en particulier à ce qui s'est passé dans l'ex-empire ottoman, qui a éclaté donc à la suite de la défaite de cet empire, et où se sont jouées des rivalités coloniales entre les Français et les Anglais, qui ont abouti au mandat de la SDN sur le Liban et la Syrie pour la France, on l'a un peu oublié, et l'Irak et la Palestine pour l'Angleterre. Ces mandats de la SDN étaient en principe des mandats qui devaient permettre à ces pays d'aller progressivement vers l'indépendance. En réalité, c'est de la colonisation pure et dure, avec des envois de troupes coloniales qui sont chargées de réprimer éventuellement des soulèvements comme il y en aura en Syrie. La frontière qui a été tracée entre la Syrie et l'Irak à l'époque, aujourd'hui, d'une certaine façon, elle a éclaté avec les problèmes contemporains. Et je pense que ce simple exemple-là montre bien que, d'une certaine façon, on est les héritiers des découpages géopolitiques majeurs qui se sont produits à la fin de la guerre 14-18. Sur cette question des conséquences géopolitiques, M. Touron, vous, avec les élèves, vous l'abordez, puisque on y reviendra, mais il parlait de crainte, on y reviendra sur cette crainte qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Oui, c'est une question qui est induite par les programmes, donc effectivement, alors elle n'a pas fait l'objet de notre travail, vous l'avez compris, était plus à hauteur d'homme, ouais. Mais de fait, dans les programmes, on aborde les conséquences du premier conflit mondial. Si vous voulez, la Première Guerre mondiale s'inscrit dans une longue séquence qui permet d'aborder les guerres mondiales en Europe, parce que nous parlions tout à l'heure, avant l'émission, effectivement, du lien entre Première et Seconde Guerre mondiale. Bon, de fait, ce XXe siècle a une certaine cohérence par rapport à ces événements, même si le diktat de Versailles, on en reparlera peut-être, cette mauvaise paix, comme on l'a... qui va humilier les Allemands, c'est peut-être aussi... Voilà, bon, peut expliquer, mais c'est pas le facteur essentiel, mais peut expliquer l'arrivée au pouvoir d'Hitler, bon, qui est liée aussi à la crise de 29. Enfin, il y a plusieurs causes, mais de fait, il y a un lien. Et puis, cette Première Guerre mondiale, ce qui est surtout très intéressant, et ça, on l'aborde quand on évoque la France des années 30, c'est effectivement les conséquences démographiques, morales de ce conflit. Là, on pourrait en parler des heures. Une France qui, effectivement, connaît une saignée terrible, la saignée de 14-18, les fameuses... classes creuses, ces bancs d'école vides, c'est ce pays où il y a plus de femmes que d'hommes. Enfin, c'est... Bon, même la pensée stratégique, la pensée militaire a été influencée par cette tragédie de 14-18. Et puis, en est-on complètement sorti de cette tragédie, finalement, justement, encore on peut aujourd'hui? peut-être poser la question aux jeunes. Pascal, tout à l'heure, vous parliez de cette notion de peur. Il y a aussi la montée des nationalismes qui ont été aussi un des vecteurs de cette Première Guerre mondiale. Est-ce que ça vous donne une conscience politique, au fond, de travailler sur des dossiers comme ça ? Oui,
ça nous fait réfléchir sur ce qui se passe en ce moment. Et ça nous fait en fait mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, je pense, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se sont déroulées depuis 100 ans, qui ne se seraient pas déroulées comme ça s'il n'y avait pas eu ce conflit. Du coup, oui, étudier le passé, ça nous a fait comprendre ce qui pouvait se passer en ce moment sur beaucoup de sujets. Oui, j'aurais posé la même question à Arthur. Ça permet d'éviter certains écueils. Je parlais de conscience politique. Oui, C'est l'histoire qui difficile, oui. nourrit, au fond, l'intelligence et la compréhension. l'histoire peut malheureusement des fois se répéter, mais après, il y a des moments où il faut dire stop et changer un peu le magnétophone ou Ouais, le cours le d'histoire. disque. Oui, vous écoutez, vous entendez Olivier Sastre, ces jeunes collégiens qui témoignent avec leur cœur et puis leur passion et puis leurs émotions aussi, le travail qu'ils ont fourni. Là, on est vraiment dans le reflet de ce que la mémoire peut transmettre à ces générations. On a entendu Pascal parler justement de cette conscience politique qui est importante aussi. Dès l'histoire, ça nourrit cette conscience-là. Oui, mais j'en donne acte à Christophe Touron. Ils sont bien formés sur le plan des matières note au historiques et professeur, alors, ils sont bientôt prêts à entamer la philosophie, c'est-à-dire philosophie ou philosophie politique, c'est-à-dire celle qui va, à travers toute leur expérience d'histoire et leur conscience de mémoire, les bâtir en tant que citoyens et se penser au sein de leur société, la France du 21e siècle. Ça, je crois que c'est extrêmement important d'avoir toutes ces visions, que ces visions soient riches, qu'elles puissent être enrichies par un grand nombre d'expositions, un grand nombre de rencontres. On ne rencontre plus, hélas, de poilus, mais il reste encore quelques combattants de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, des opérations extérieures. Parfois, c'est également de ce type de rencontre que naît cette forme de conscience, pour aboutir peut-être, chez les hommes qui ont bien réfléchi à ce que disait Spinoza, qui recherchait la paix, mais la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu qui naît de la force de l'âme, disait-il. Belle formule. Il nous reste une minute, Michel Chaumet, pour rester sur cette question-là, avec peu d'actualité, sur l'expérience de l'histoire qui nous enseigne ce que l'on sait de cette guerre. Vous pensez qu'on est à l'abri d'un conflit de cette nature? Enfin, pas tel qu'on l'a connu, mais d'un conflit mondial? Tel que les choses se présentent depuis le début du XXIe siècle, j'ai envie de dire oui, ça n'est plus possible, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. L'enchaînement des nationalismes déchaînés les uns à côté des autres, par exemple, peut produire des effets extrêmement pervers. Pour autant, c'est vrai qu'on est plus sur des logiques de guerre civile ou de guerre interne, telles qu'on connaît par exemple les questions de terrorisme aujourd'hui, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Bien, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Je remercie M. Touron d'être venu avec ses élèves. Et merci à tous les deux, parce que ce n'était pas toujours facile de témoigner. Enfin, vous l'avez fait vraiment franchement avec votre cœur. Merci à tous les 5. Je vous donne rendez-vous pour le prochain débat documentaire de notre chaîne. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.